Tous les secteurs économiques, tous les métiers sont aujourd'hui affectés par le numérique, et le numérique induit des évolutions qui vont extrêmement vite. C'est pour ça que j'ai été amené à parler de tsunami numérique. Pour le moment, on n'est pas encore dans le tsunami au moment où il déferle en une vague dévastatrice. On est plutôt aux petites vagues au milieu de l'océan, mais une fois que ça arrive extrêmement vite. Et quelle est la principale révolution qu'on est en train d'affronter et que va affronter le XXIe siècle? C'est évidemment la révolution de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la collecte des données, de leur réorganisation et de leur traitement. Collecter des données, les mémoriser, les retraiter, c'est exactement ce à quoi sont entraînés les élèves dans les systèmes éducatifs occidentaux. Ça a été créé, ces systèmes, à la fois en vertu de l'encyclopédisme du XVIIIe siècle, il y a eu l'invention de l'imprimerie, les empires qui ont nécessité qu'on arrive à communiquer, et on s'est dit, ben voilà, la meilleure façon de faire, c'est que chacun engrange un maximum de données et les ressorte. Aujourd'hui, et plus encore demain, la machine va être capable de le faire. C'est une interrogation qui est déjà présente dans les entreprises, mais qui doit absolument et impérativement impacter tout le système éducatif. Pourquoi? Parce que si on se contente à Bac+2, Bac+5 et même au-delà, de former des jeunes gens qui auront la tête bien pleine, demain ils sont battus par les machines. Alors quelles sont les compétences qui, elles, ne seront pas demain battues par les machines? Ce sont des compétences qui font appel à la créativité. Une machine, c'est pas extrêmement créatif. Ou si ça l'est, c'est parce qu'on l'a programmé comme tel. Mais c'est pas extrêmement créatif. Ce sont des compétences qui sont liées à la coopération, à l'intelligence collective, systèmes horizontaux que favorise le numérique. Ce sont des compétences qui sont liées à une façon d'innover, à une façon d'entreprendre, qu'on appelle le système essai-erreur ou le learning by doing, apprendre en faisant, qui là encore n'est pas omniprésent dans le système éducatif. Et puis évidemment, ce sont tous les enjeux éthiques, tous les enjeux juridiques, dans quel monde souhaitons-nous vivre, jusqu'à quel point allons-nous déléguer un certain nombre de décisions et de prises de décisions aux machines. Et donc là, ça enclenche encore d'autres problématiques qui exigent de faire dialoguer l'ingénieur, le marketeur, mais avec également le philosophe, le spécialiste de l'éthique, le juriste. Vous avez là, autour de ces compétences, à peu près le miroir inversé de ce qu'on apprend à l'école. Pas en maternelle. En maternelle, vous avez de la créativité, du learning by doing, de la coopération, etc. Mais plus vous allez avancer dans le système éducatif, et moins ça aura d'importance. Regardez un conseil de classe en fin de troisième, l'avis du professeur de musique, du professeur de technologie ou du professeur d'art plastique a rarement autant d'importance que l'avis du professeur de mathématiques. Je ne dis pas qu'il faut que ça en ait plus, mais ce serait bien que ça en ait autant. Voilà, et c'est à ce défi que le système éducatif est confronté, s'il veut former des jeunes qui pourront s'adapter, qui pourront apporter ces compétences-là au service du développement de l'économie, à la fois dans les entreprises, mais aussi dans le service public, parce que le service public aura lui aussi à se montrer entreprenant ou entrepreneur pour réussir à construire l'administration de demain. On voit émerger aujourd'hui un véritable marché mondial de l'éducation, ce qui signifie qu'au plan de l'économie, au plan de l'entrepreneuriat, il y a de nouveaux champs qui sont en train de s'ouvrir. Ça s'alimente de quoi? Ça s'alimente à une première source qui est la montée du secteur privé, notamment dans l'enseignement supérieur, mais également dans l'enseignement scolaire. Et il y a des marges de progression assez faramineuses, puisque même aux États-Unis, on s'imagine que tout est privé, le secteur privé dans l'enseignement supérieur, c'est moins de 30%. C'est pas parce que c'est payant que c'est privé aux États-Unis. Ça peut être public et payant. Donc vraiment, le privé a cette marge-là. En France, on est encore loin, on est aux alentours de 18%. Mais on était à 13% il y a 10 ans. Donc on voit bien que la marge de progression, enfin la courbe progresse rapidement et la marge de progression est significative. Donc il y a de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ou des entreprises qui sont prêts à payer pour que des jeunes soient formés et se dotent des compétences qui sont les compétences clés pour le monde de demain. Ça se nourrit également d'un certain nombre d'innovations qui, depuis 3 ou 4 ans, venant dans un premier temps de la Silicon Valley, et maintenant vous en avez un petit peu partout, y compris en France d'ailleurs, ça se nourrit d'un certain nombre d'innovations qui visent à réinventer la façon d'apprendre, à réinventer l'éducation. Donc on voit arriver des services, des produits sur le marché de l'éducation. Ça peut être du soft, des applications, ça peut être de nouveaux dispositifs qui permettent d'apprendre plus et d'apprendre mieux, avec un Graal après lequel tout le monde court aujourd'hui, qui est l'idée d'industrialiser l'individualisation. Je m'explique, aujourd'hui c'est très compliqué pour un enseignant face à 30, et je ne vous parle pas face à 300 élèves, de rentrer dans la tête de chacun en se disant s'il échoue à tel moment, c'est parce qu'il lui manque telle brique de savoir. Cela, un certain nombre de dispositifs d'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui et surtout demain, parviendront à le faire.
celui ou celle qui réussit à développer ce genre de service a un boulevard qui s'ouvre devant lui sur le marché de l'éducation. Et puis la troisième moteur de cette innovation, ce sont les établissements eux-mêmes qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner en matière d'éducation de manière verticale en se disant tout ce qui compte c'est le programme et on va faire redescendre le programme et puis avec un petit peu de chance ça va se diffuser et puis ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux, on va les trier. Et on se rend bien compte qu'il faut passer à une logique d'apprentissage, c'est-à-dire centré sur l'élève ou sur l'étudiant, en se disant ce qui compte, c'est ce qu'il a appris. Et ça, c'est une prise de conscience globale qui alimente également la quête d'innovation, la quête de nouveauté. Donc oui, je crois vraiment qu'il y a un nouveau secteur économique qui est en train de se développer, c'est-à-dire que l'éducation ne doit pas seulement répondre aux enjeux et aux défis qui se posent au monde économique, elle-même devient aussi un véritable secteur économique.